Gargantua disait « Voilà mon fils, ce que je veux que tu apprennes comme langue ». Je vais revenir à l'analyse et aux commentaires de ce texte parce que je voudrais d'abord en profiter pour vous ramener un peu aux origines, ou à une des origines de votre métier. Je veux dire que lorsque Rabelais écrit ceci, ou plutôt faisait écrire par Gargantua ceci, il se situait, la date n'est pas innocente, innocente 1532, il se situait dans un processus qui concerne votre métier. C'est en 1530, donc très peu de temps avant, que François Ier crée l'institution, si vous voulez, du Collège royal, qui est l'ancêtre du Collège de France. Et dans ce Collège royal, l'idée était d'y faire enseigner des matières qui n'étaient pas enseignées à l'université. Et les professeurs s'appelaient en fait des lecteurs royaux, et les deux premiers, pour ce qui concerne les langues, c'était un professeur de grec et un professeur d'hébreu. Et puis très vite, on va en nommer d'autres, quelques 6 ans après, il va y avoir un nouveau lecteur royal, il s'appelle Guillaume Postel. C'est Budet, c'est Guillaume Budet qui avait donné à François Ier l'idée de créer ce collège. Budet était le conseiller de François Ier. Et donc Postel devient lecteur royal pour les langues orientales, sauf l'hébreu, parce qu'il y avait déjà l'hébreu. Et donc il était professeur essentiellement d'arabe, de turc et de farsi, enfin de persan, persan, turc et arabe. Et plus tard, ces gens-là vont devenir les interprètes du roi. Par exemple, il y a un certain Jean-Baptiste Duval qui sera interprète pour les langues orientales. Il fallait être gonflé parce qu'on y a ajouté un Doustani ensuite. Pour le roi qui suit, c'est Louis XIII, bien sûr. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'émergence de cet enseignement des langues et que de la création d'interprètes royaux s'inscrit dans le cadre d'une politique internationale méditerranéenne. Il faut comprendre que François Ier signe en 1536 une convention, une alliance avec le sultan Soliman le Magnifique, que la France ne participera pas à la bataille de Lépante contre la Porte, l'Empire ottoman, si vous voulez. Tout ça, c'est pour embêter Charles Quint. François Ier joue la Porte, l'Empire ottoman, contre Charles Quint, et que donc il y a là une alliance qui se met en place, et une alliance, je le répète, qui n'est pas sans lien avec votre situation aujourd'hui. Parce que le traité qu'on signe, qui s'appelle le traité des capitulations, mais les capitulations, c'est pas ce que vous pouvez croire, ce sont des traités qui précisent le statut des étrangers dans les ports qui dépendent de l'influence ottomane, leurs droits religieux, le fait que les consuls de France peuvent s'occuper des affaires juridiques de ces étrangers. Ils ne sont pas jugés par les tribunaux locaux, ils sont jugés par le consul de France. Et puis, ils ont des droits de déplacement et de commerce. C'est-à-dire quelles sont ces capitulations? Elles sont directement liées à ce qu'on va appeler au siècle suivant les échelles du Levant. Et là aussi, excusez-moi, ça fait un peu pédant, mais je vais être obligé de faire un petit peu d'étymologie, parce que quand on entend les échelles du Levant, on pense à les échelles pour grimper. D'ailleurs, on n'est pas loin du sens. Les échelles du Levant, vous avez aujourd'hui encore en turc un mot iskele qui veut dire le port, l'embarcadère. Mais ça vient du latin scala, qui est passé l'italien, scala, français, échelle. Ça désignait effectivement ce que l'on utilisait pour descendre d'un bateau pour aller sur le port. Et puis, il y a une expression italienne, fare scala, faire échelle, mot à mot, mais qui a donné en français faire escale. Et donc, les échelles du Levant, c'était les escales dans lesquelles les bateaux français avaient le droit de s'arrêter. Tout ceci pour vous dire qu'on pouvait y aller, on pouvait faire du commerce, et qu'il y avait, bien entendu, un problème central, comment communiquer avec l'autre, et ici, comment faire du commerce avec l'Empire ottoman. Et vous voyez arriver les interprètes. Les interprètes, c'est-à-dire deux personnages qui vous sont proches, mais qui ne s'appellent pas comme vous,
Alors, je ne sais pas comment font les gens qui me traduisent en anglais, mais enfin, Truchement et Drogman, hein, vous vous débrouillez, mais ils avaient le texte avant. Les francophones ont reconnu, bien sûr, truchement, mais avec un autre sens. Truchement est une forme qui a été refaite au XVe siècle, à partir de formes que j'ai affichées ici, qui viennent de la première drugement, hein, au XIIe, qui désignait l'interprète. Mais l'interprète, pas tellement au sens qui est le nôtre aujourd'hui, mais au sens de drogman, justement, c'est-à-dire de l'arabe. Il y avait à la fois en araméen, en hébreu et en arabe, un verbe qui désignait une action et un nom qui désignait l'acteur, de celui qui à la fois traduisait et expliquait les textes saints. C'est-à-dire que l'interprétation, on le dit encore aujourd'hui, hein, l'interprétation d'un texte un peu compliqué ou d'un texte sacré. Et le drogman était donc le spécialiste de la traduction des langues orientales vers le français. Le drogman, je l'ai mis en arabe, je ne sais pas s'il y a les interprètes de l'arabe dans cette salle. Oui, il y en a. Il y a un mot de juif maghrébin, un nom propre de juif maghrébin qui est très fréquent, c'est torjman. Hein, je vois qu'il y a un connaisseur, oui. Ça, c'est du côté turc plutôt. Hein. Donc, en Turquie, torjman dans le Maghreb, et ça désigne des gens dont les ancêtres étaient traducteurs. Hein. Le verbe arabe, c'est tarjama, jama, et l'acteur, c'est le tarjuman. Et c'est de là donc qu'est venue la fonction, enfin la fonction il avait un peu avant, mais surtout le nom de Torjman et de Truchement. Et je reviens à Gargantua. Parce que cette lettre de Gargantua à son fils, donc il lui dit, je veux que tu apprennes 5 langues, hein, le grec, le latin, l'hébreu, le chaldéen, enfin c'est l'araméen, hein, et l'arabe. L'arabe est d'ailleurs considéré ici comme une langue morte. Hein, c'est-à-dire que les 4 autres, vous voyez, sont des langues antiques, classiques. Hein, pour les textes sacrés ou pour la culture. On ne peut pas imaginer aujourd'hui, en 2013, à Paris ou en France, qu'un parent d'élève décide que son gamin ou sa gamine doivent apprendre l'arabe, l'hébreu, le chaldéen, le turc, non pas le turc, le grec et le latin. Hein, on tomberait plutôt sur autre chose. Et d'ailleurs, pour vous le montrer, j'avais fait il y a quelques années, en 2007, une enquête dans toutes les universités de la ville de Rio de Janeiro, au Brésil. Et on demandait aux gens, aux étudiants en l'occurrence, en français ou en portugais selon le département, quelle langue